Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier car Nicolas est aux assises de la cybersécurité à Monaco. Cet événement rassemble les offreurs de solutions et de services ainsi que leurs clients, les RSSI. C'est donc un moment unique qui permet à ces deux communautés d'échanger à travers des rendez-vous, des conférences, mais aussi des rencontres informelles. Nicolas a eu l'occasion de rencontrer différentes personnes et leur a posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous a surpris cette année dans le domaine de la cybersécurité ? Bonjour Michel, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Nicolas, donc Michel Dubois. Je suis chercheur associé au sein du laboratoire de confiance numérique et sécurité de l'ESIEA à Laval. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 ? Eh bien écoute, ce qui m'a vraiment marqué en 2022 en cyber, c'est le traitement, ce qui s'est passé en termes dans le cyberespace suite au conflit russo-ukrainien, où en fait on nous annonçait de partout un Armageddon cyber, et finalement tout le monde parle de capacité d'attaque de cyber en cyber. Il n'y a que les Russes qui ont fait vraiment une attaque cyber, des attaques cyber ciblées vers l'Ukraine. L'Ukraine s'est défendue comme elle a pu, avec les moyens qu'elle avait, et ça a été confirmé par la suite, aidé en partie par les Américains. Mais finalement, cette grande Armageddon n'a pas eu lieu. La réponse du reste du monde, elle a été essentiellement portée par les Anonymous. Et au final, les Anonymous, leur action, c'est du DDoS à plusieurs reprises, du vol de données. Éventuellement détourner les taxis dans Moscou, mais finalement on se retrouve ou taguer les murs de Tallinn de l'OTAN, mais finalement on se rend compte que voler des données ou faire du DDoS, ça n'a pas vraiment d'impact et on est loin. Quand on voit l'état de nos systèmes d'information aujourd'hui, on voit encore en France des stations d'épuration ou des équipements un peu sensibles qui sont connectés avec l'interface de commande directement sur le net avec le mot de passe par défaut. On se dit, le risque est vraiment énorme. Il y a une capacité énorme de faire vraiment mal. Mais voilà, on se donne pas les moyens, ou ça n'a jamais eu lieu. Alors, du coup, est-ce que la cyberguerre aura lieu réellement un jour ? Aujourd'hui, j'en suis pas persuadé. La question que je me pose, c'est, est-ce que finalement, cet espace-là, le cyberespace, va pas rentrer un peu comme dans le même domaine, dans le même mode d'action en tant qu'arme que le nucléaire, où en fait les conséquences seraient tellement dramatiques que c'est plus une arme de dissuasion, un domaine de dissuasion que d'attaque réelle sur nos systèmes d'information. Merci Michel. Je t'en prie. Bonjour Anne. Bonjour Nicolas. Tu veux bien te présenter ? Eh bien, je suis le chef de la mission cyber de la préfecture de police. Et donc je viens aux assises, j'allais dire comme chaque année, au fin de me mettre à niveau de ce qui se passe pour qu'on puisse ensuite transférer l'information à tous les personnels concernés. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris en cybersécurité en 2022 ? En cybersécurité, ce qui m'a surpris en 2022, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont toujours en absence de cybersécurité. Et donc, le travail reste à faire tous les jours, et d'ailleurs même Guillaume Poupard l'a dit, il faut continuer d'élever collectivement le niveau de cybersécurité. Il faut faire comprendre ça aux gens parce que c'est la condition de notre souveraineté en fait. Alors est-ce qu'en 2023 tu vois une amélioration possible ? Est-ce que 2022 avec les ransomware c'est l'année de la prise de conscience ? Alors les ransomware c'est peut-être la prise de conscience de certaines entreprises, mais finalement la cybersécurité c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est d'abord pour les gens. Et donc on compte sur cybermalveillance justement pour pouvoir diffuser toute cette culture de prévention qui fait que le loup ne rentrera pas dans la bergerie par une petite porte dérobée. Merci. Mais je t'en prie, au revoir Nicolas. Bonjour Bernard, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Bernard Montel et je suis directeur technique EMEA chez Tenable. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 ? Alors le truc qui m'a le plus surpris, c'est des attaques contre les infrastructures critiques et particulièrement tout ce qui est monde hospitalier. Ça m'a choqué à deux titres. Au titre évidemment
technique par rapport à ce type de cyberattaque, mais surtout humain. Voilà, quand des hôpitaux ont été attaqués, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir, parce qu'on voit bien que du coup, là, on a franchi finalement une limite qui est d'avoir un impact humain sur quelque chose qui est tellement sensible, qui est évidemment des patients. Et donc, attaquer un hôpital, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, voire choqué. Et est-ce que tu crois que c'est intentionnel? Parce que la plupart des gens scannent Internet et vont attaquer tout ce qui est vulnérable sans avoir aucune idée de ce qui se passe derrière. Peut-être que certaines attaques étaient comme ça, que quelqu'un va à un moment donné voir qu'il a pu rentrer dans un système et il ne sait pas forcément au départ que c'est un hôpital. Je pense qu'il y a eu aussi des attaques intentionnelles parce que la donnée de santé a un prix inestimable et que je pense que quand quelqu'un de malveillant, un groupe malveillant attaque par exemple un hôpital, récupère des données de santé et qu'ensuite il monétise cette donnée inestimable, voire unique, je pense que quelque part, ça peut être intentionnel. Tu parles pas de ransomware, tu parles vraiment d'exfiltration de données dans un but de monétiser la donnée en elle-même. Ransomware ou exfiltration, finalement, peu importe, à partir du moment où l'attaquant se rend compte qu'il a une donnée de santé, s'il a une certaine éthique, et là c'est pour ça que je parlais d'être choqué de manière humaine, peut-être qu'il va arrêter son attaque. S'il ne le fait pas, que ce soit du ransomware ou de l'exfiltration, c'est que quelque part il a compris que la donnée qu'il a entre les mains a une valeur inestimable, unique. Pourquoi je dis unique? Parce que une donnée industrielle, il peut y avoir une V2, du plan d'une voiture ou d'un avion. On va pouvoir la modifier, quoi. On va pouvoir éventuellement la retrouver et en changer des paramètres qui fait que la donnée qui a été exfiltrée va avoir moins de valeur. Mais ma donnée personnelle de santé, mon historique de santé, s'il est publié, c'est terminé. Il y a un avant et un après. Après, il y a ça, mais il y a aussi le fait que l'hôpital, le centre hospitalier ne soit plus opérationnel. Et là, ça peut être du DDoS, ça peut être du ransomware. On voit bien l'impact que ça a. On voit bien que ça a un impact au-delà, je dirais, du vol de données ou de la monétisation de la donnée. Voilà ce qui m'a surpris et voilà ce qui m'a choqué. Tu ne penses pas que c'est un malentendu, que les hackers confondent une clinique de chirurgie esthétique en Floride avec l'hôpital public français qui potentiellement n'ont pas les mêmes enjeux et les mêmes moyens financiers? Après, il y a quand même peut-être un effet un peu tous azimuts. Je pense quand même que malgré tout, qu'il y a des groupes par rapport à leur appartenance à telle ou telle, mouvance, qui peuvent aussi cibler directement des hôpitaux. Merci Bernard. Bonjour Julien, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bonjour, je suis Julien Levrard, je suis le CISO d'OVH Cloud. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022? En 2022, ça a été une année assez riche. Il y a eu beaucoup d'avancées sur les sujets de la souveraineté d'un point de vue réglementaire, mais aussi sur les aspects techniques. Le marché est en train de s'adapter. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de tout le monde. D'un point de vue plus technique, on a eu la guerre en Ukraine qui nous a permis de voir un certain nombre d'acteurs du ransomware qui ont eu des informations internes qui ont été exposées, ce qui a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne cette industrie. Sinon, ça a été assez actif au niveau des 0 day sur des gros systèmes utilisés par pas mal de monde, donc des 0 day non patchés, où on doit mettre en œuvre des plans de contournement pendant quelques semaines, quelques mois, voire de manière plus longue. Donc ça, c'est aussi assez nouveau. On n'avait pas trop cette situation-là. Et puis le dernier point qui est assez intéressant, c'est les directives données par les ministères sur les ransomware et sur le paiement des rançons en particulier, avec des prises de position et des postures qui évoluent assez vite par rapport à la posture habituelle, avec certes la possibilité de payer des rançons, mais du coup en judiciarisant, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau et qui va permettre d'avoir de plus en plus d'affaires qui vont être traitées officiellement dans le cadre de procédures judiciaires. Du coup, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes. On verra ce que ça donne dans la durée. Merci Julien. Bonjour Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Nicolas, donc je suis Laurent Jacquemin, je suis le directeur technique Europe et Amérique latine pour Akamai. Alors me concernant, je suis un ancien de Guardicore, mais voilà, je fais partie d'Akamai.
Alors, qu'est-ce qui t'a surpris en cybersécurité en 2022 ? Je pense que ce qui m'a surpris, c'est pas extrêmement, on va dire, surprenant, c'est la quantité continue d'attaques de type ransomware qui arrivent à tout niveau et à tout type d'entreprise, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est pour moi incompréhensible dans la mesure où il y a énormément d'investissements sur la sécurité de la part de ces entreprises. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se protéger des ransomware ? Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, sur ce que je vois, en tout cas sur ma partie, c'est que il y a plusieurs acteurs. Je pense que l'approche Zero Trust est clairement, on va dire, une approche de sécurité bénéfique pour l'amélioration de la sécurité au global. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a des technologies qui sont plus ou moins pertinentes. Et j'en fais partie. J'ai la chance de proposer des solutions de microsegmentation qui vraiment améliorent la sécurité et la posture de sécurité, en particulier pour protéger les applications critiques au sein des systèmes d'information. Merci Laurent. Merci à toi Nicolas. Bonjour Loïs. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Ouais, donc je suis Loïs Samin, je suis le RSSI d'EDF Hydro et j'ai d'autres activités à côté que certains connaissent sûrement. Tu es un coopétiteur de nos limites sécu. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 ? Je dirais en 2022, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'augmentation du nombre de vulnérabilités. Alors on sait qu'il y a pas mal de vulnérabilités et qu'il faut les traiter chaque année, mais cette année j'ai vraiment vu une augmentation de ce nombre et qui impacte surtout les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux gens de patcher régulièrement, sauf qu'en fait, les équipes qui patchent vraiment, donc c'est pas les RSSI, c'est les gars des infras, les gars qui s'occupent de tout ça, ils ont de plus en plus de mal à tout gérer, entre le déployer sur les différents parcs qui sont plus ou moins exposés, plus ou moins grands. Et donc, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de découragement, et c'est de plus en plus compliqué à gérer ça de la manière dont on le gérait avant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le fait que les délais de patch se raccourcissent ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les failles qu'on a eues dernièrement, et on ne va pas citer de produits par bienveillance, mais elles étaient exploitées dans la nature au moment où les clients les ont découvertes, quoi. Ouais, si, et concrètement, ça met un stress encore supplémentaire. Il y a déjà le premier problème, c'est d'avoir l'inventaire. Et c'est un vrai sujet qu'on voit, c'est que notamment avec du SI de plus en plus présent partout, avec du Shadow IT, etc. En fait, quand on nous dit « Bonjour, il y a une vulnérabilité, est-ce qu'on l'a ?» Et déjà, si tu n'as pas un inventaire propre, c'est super la galère et tu stresses. Donc aujourd'hui, et c'est un sujet chez nous, on a beaucoup travaillé, l'inventaire et la maîtrise de nos actifs. Mais c'est vrai que comme tu dis, quand tu as un patch qui arrive et on dit attention, il faut le faire rapidement parce qu'on voit des exploits, on voit de plus en plus de sociétés qui sont pétées. Donc ta direction aussi, elle te met aussi la pression parce que ça commence à être réaliste. Donc on ne devrait pas se plaindre à la fin, on devrait être content. Mais la question, c'est que comme tu dis, ces vulnes aujourd'hui, elles sont de plus en plus exploitées. C'est assez simple, les grosses vulnes qu'on a vues, elles n'étaient pas si compliquées à exploiter sur certaines. Donc ouais, ça devient de plus en plus compliqué et on parle beaucoup du stress du RSSI, mais moi j'aime beaucoup dire qu'il y a le stress des équipes d'infra, il y a tous ces sujets parce qu'elles ne font pas que de la cyber, donc il y a aussi ce sujet de recrutement et qu'il faut augmenter les ressources par rapport au nombre de vulnes, mais voilà, c'est un vrai sujet de fond et qu'il va falloir traiter. Moi j'appelle ça trouver une industrialisation du patching, du MCS, trouver d'automatisation d'une certaine façon. Est-ce qu'on va automatiser le déploiement de patch ? Ouais, mais on peut pas redémarrer ce qu'on veut, donc quelques systèmes, comment on va y arriver, quoi. Et c'est un vrai sujet sur quoi, pour moi, c'est un sujet de 2023 pour moi notamment. Mais est-ce que la solution, c'est de ne pas patcher ? Est-ce que par exemple, tout réécrire en Rust ou aller dans le cloud, c'est pas des solutions définitives au problème du patch ? Alors, pour certaines sociétés, oui, mais chez un industriel comme moi, c'est un peu compliqué de tout réécrire en Rust ou de partir en cloud. Je pense qu'il faut avoir notamment... la démarche qu'on essaie de mettre en place chez nous, c'est de mettre de la sécurité en amont. Ça veut dire, par exemple, en fait, on va mettre une note par rapport... en fait, quand on a une vulnérabilité, concrètement, on peut avoir une CVSS de 9, mais qu'on va contextualiser la CVSS, chez nous, elle va peut-être avoir une importance moindre parce que le SI va être moins exposé, on a une protection antivirale, on a un durcissement, on a du scellement, tous ces sujets-là qui vont faire baisser une note. Et la stratégie, c'est à mon sens aussi de renforcer la sécurité sur ces systèmes-là pour justement donner plus de temps de patching parce qu'on sait qu'il y a différentes briques qui arrivent de protection. Donc c'est toute une réflexion, toute une analyse à faire, c'est une analyse, mais il va falloir, comme je disais, évoluer sur ce sujet et pas juste dire « Ah, il y a une vulnérabilité, faut patcher, point ». Il faut contextualiser, il faut analyser et il faut être le plus pragmatique et le plus efficace possible. Merci Loïs. De rien Nico. Bonjour Morgane, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc Morgane Autonnier, je suis
RSSI adjoint dans un groupe qui s'appelle Kindred, basé en Suède maintenant, mais français. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en cybersécurité en 2022 ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2022, il commence à peu près maintenant pour moi. J'étais en congé parental les 9 derniers mois. Et du coup, en fait, j'étais vraiment déconnecté de tout ça. J'ai même pas suivi l'actualité sécu, rien. Et donc, quand je vais recommencer le travail en septembre, j'ai essayé de me remettre un peu dans le bain. J'ai commencé à faire le tour de l'actu. Et j'avoue que j'ai commencé par une certaine dépression, crise de la trentaine, en mode en fait rien ne change. C'est toujours les énièmes articles sur une 0D, sur SAP ou que sais-je, ou une RCE ou autre bêtise. Et toujours pareil, et toujours les mêmes problèmes. Et j'étais un peu en fait, c'est toujours la même rengaine, quoi. C'est un échec, tu peux le dire. Non, mais je le pense souvent. Et j'avoue que la petite lumière qui a un peu égayé mon quotidien récemment, là, c'est la découverte justement de Passkeys, donc, qui est l'évolution FIDO2 de gestion multiclé. Et plus avoir besoin d'une clé physique, mais d'avoir ton terminal. J'étais déjà excité de WebAuthn à l'époque quand c'est sorti, même si ça n'a pas vraiment pris, en tout cas pas en B2C. Mais là, je vois vraiment une vraie opportunité pour tous les sites clients d'avoir ça à la place du mot de passe, un apport sécurité qui est plus confortable pour l'utilisateur. Je trouve ça absolument génial. Je prie pour que la collaboration entre Google, etc. se fasse bien et qu'il y ait une vraie interopérabilité pour que ça marche vraiment. Mais c'est la partie qui m'excite le plus pour les 6 prochains mois, je pense, c'est comment on peut déployer ça le plus vite possible pour nos clients ou en interne, quoi. Oui, alors pour préciser pour les auditeurs peut-être qui n'ont pas suivi, c'est une authentification passwordless basée sur FIDO2 et qui ne nécessite pas forcément d'avoir un téléphone à 1900 €, puisque tous les éditeurs majeurs offrent des solutions compatibles, on va dire. Et surtout, qui dégage le mot de passe, donc friction minimale, et qui est résistant au phishing, parce que vérification du nom de domaine avant de faire le protocole, enfin FIDO. Et du coup, ça enlève la plupart des épines du pied liées à l'authentique, que ce soit justement pour l'utilisateur final ou en entreprise, quoi. Maintenant, il faut que ça marche partout. Merci Morgane. Merci. Bonjour Pierre-Alain, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Nicolas. Donc moi, je m'appelle Pierre-Alain, je travaille chez Orange dans le SOC des réseaux internationaux. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris en cybersécurité en 2022 ? Écoute, moi je trouve, et c'est intéressant parce que donc là on est sur les assises et la conférence d'ouverture en fait écho, que on a redécouvert en 2022 l'importance de la géopolitique dans finalement notre sujet. Et que avec les événements, tout d'un coup, on a redécouvert que les groupes d'attaquants, ils avaient des intérêts et que du coup, ces intérêts, ils les manifestaient en actions et que ces actions, elles avaient un impact sur nos infrastructures. Voilà, donc c'était intéressant de se dire que finalement, un sujet qui est vieux comme le monde, il redevenait au devant de la scène en 2022. Et du coup, de quelle manière ça a influencé ton travail ? Vous avez recruté des Sciences Po ? Alors, moi directement non, mais effectivement, je pense que c'est un vrai sujet d'évolution chez nous, de se dire, oui, il faut prendre en compte encore plus cette dimension-là, et donc d'avoir des nouveaux profils avec des compétences qui sortent un peu de la technique et qui vont plus sur le terrain de l'analyse des mouvements du monde, quoi. Donc clairement, ça fait partie de nos sujets au sein du groupe Orange. Merci. Hello, Sumedh. Can you tell us a bit about yourself? Hi, I'm Sumedh Thakkar. I'm the CEO of Qualys. So you've been there for a very long time, right? Yes, almost 20 years now. So have you met with the French hackers who actually founded Qualys? Some of the early ones, I met them. I've met a few of them in the very beginning days, because when I joined, the company had just moved operations from France to the San Francisco Bay Area. And they had hired some American engineers, and I was one of the early engineers on the platform. So I got to work with some of the original folks. Was it hard to work with this original code base, or was it well written and well tested? It was fun to work with the French engineers, but hard to work with their code. Because in a lot of the original code was written by the French team, and a lot of the comments were in French. So when the American engineers were trying to figure out what the code was doing, this was really becoming a bit of a problem. And back in the day, there was no Google Translate. So there used to be this website called Babelfish, where you could put, and it was not as good as Google Translate now, but I remember one of the comment I put in Babelfish to translate, it was a French comment, and then it came back saying, go round and round. And I was wondering what that meant. Then I realized it meant go in a while loop.
So it was very fun in the early days trying to debug the code with the comments that were written in French, and then figure out how we were going to fix some of the issues. So we are asking the same question to all the people we interview in this event, and the question is, what are the biggest surprises you had in 2022? En 2022, les professionnels de la sécurité parlent encore d'outils quand ils devraient parler de cyber risk. Yeah, I would say that in 2022, the biggest surprise for me still is that cyber professionals are talking about the tools that they are implementing and the projects they are implementing rather than actual risk and cyber risk, because today at the end of the day what we are trying to mitigate is the risk, and if you don't know what kind of risk we have from cyber to the business, then it is just a bunch of efforts that don't really lead to a meaningful outcome. And I think that is why we still continue to see so many hacks happening. There's still been a shift from tools to products, right? Because I was there 20 years ago. Most of the tools we are using were hacky Perl scripts, hard to compile, and yes. Nowadays at least we have products. Yes, I think we over the years we went from exactly like you said, some hacky tools and scripts into sort of more products that have a lot of marketing around it and less outcome. But the shift is happening from individual products to more platforms, which I think is a great shift, because as we have seen in some other areas like IT, the move into a platform like a cloud platform has obfuscated a lot of the challenges that you used to have when you are deploying a data center. You had to go get memory and storage and all that. Now when you go to the cloud, a platform helps you simplify all of that, and you can just write code to use it. Unfortunately, in cybersecurity, it's still not there yet, but I think the more platforms bring capabilities together and make it simple to deploy everything that you need in cyber, or most of it that you need in cyber through one platform, I think that is going to help bring down the complexity and the cost of deploying cyber solutions. So Qualys has been a long-time partner of Les Assises, but I assume it's your first time here? Yes, it is my first time. I was told that there is a strict requirement to be able to speak French, so I've been walking around saying "Je suis désolé, je parle un peu français," and I think that is that's helping people understand. Though it seems like it confuses them. It confuses them when I speak. Say I don't speak much French, but in fluent French. So it's been really amazing to see how many companies and vendors are here and how alive the cybersecurity scene is. I think it really tells you that this is a big focus for almost every company, because look, every company in the world today is now a digital company. Even a bank now is all about their app, and it's all about their website and your digital experience. So everybody's writing more software. Every company, even a taxi company today has a lot of software, right? So I think seeing that there's so much innovation happening in cybersecurity is good. And Les Assises is a great showcase to really show how many different organizations are trying to solve the complex problems of cybersecurity. And of course, it's a little overwhelming for the customer because they see way too many of these. But I think it also gives them some ideas on how they can start to focus on ways to prevent their risk. So you mentioned that every company is an IT company, but isn't it more than that? Isn't it that everyone is a data company? Yeah, I think the first is, they have to become an IT company, and then over time they become a data company. And I think that if about 30 years ago, digital technology was used to bring efficiency in the business. So, you had checkout counters at supermarket to improve the speed of the company. But now it's all about the consumer's digital experience. So it is about how a user, I've seen banks are allowing to open bank account by taking a selfie on your cell phone now, right? So that's where, if I go back to the days when you had to fill out multiple forms and all kinds of identification documents, now all of that has changed. And I think everybody is becoming a digital company, and they compete with each other on the digital experience of their customer. So your taxi companies are now saying who has the easiest and the best app and gives the most information and the most payment methods online.
of course, the more use of digital technology that every company is doing, they are also getting to understand a lot more about the behavior of their customers using the data that they are collecting, which in turn is helping them become more, I would say, proficient, or I should say a little bit more better at figuring out where they want to focus their investment, where the experience of their customers is really making a difference to them. So if you had a closing word for the audience, what would it be? It can be about Les Assises or about your visit, your trip to Europe, or... I would say that most important thing for all of us in security today is to understand what is the risk to the business that is coming from cyber, and then finding ways to mitigate that risk as a combination of tools and cyber insurance. I think a lot of time when we talk about cybersecurity risk, we forget about cyber insurance, but that is a way to reduce your risk, and it has to be a combination of those two. So I would say that rather than tools, focus on what the actual risk is and then find ways to mitigate that risk. Thank you, and enjoy your experience. Thank you very much.